本周佳话，且听风言。各位好，我是家峰，欢迎收看欧洲卫视《巴黎大视野》。在 YouTube 上收看节目的朋友，记得点赞、订阅，并且开启小铃铛。眼下，全球经济正在遭受着多重不利因素的影响，复苏非常乏力。由于持续了2年多的新冠疫情，让很多国家的经济出现了大幅度的衰退，复苏经济就成为了全人类共同的一个目标。而俄乌冲突导致的能源危机，更是让经济复苏之路举步维艰。那这个时候就需要大家齐心协力，共克时艰。然而，美国却在今年夏天趁大家度假的时候出台了芯片法案。这个法案的目的呢，就是通过政策手段大力扶持本国的芯片制造业，而对于相关的外国企业呢，则涉及到很多的歧视性的这种规定。那我们先来通过一个小片了解一下这个芯片法案。相关业内分析人士批评了美国总统拜登签署的芯片与科学法案，称其遏制国际公平竞争的真实意图将损害全球芯片企业的共同利益。美国国会通过该法案，涉及2800亿美元的资金投入，包括增加对半导体研发制造和劳动力培训的投资和补贴，以及对在美国建设芯片工厂的公司进行税收减免。具体而言，将采取包括为美国国内芯片产业提供巨额补贴、为半导体和设备制造提供投资税收抵免等多种措施，鼓励企业在美国国内建厂。该法案还规定了一系列措施，以确保在美国制造计划下开发的技术被应用于美国国内生产。专家表示，这些针对部分外国企业的歧视性条款表明，美国正在利用政府权力强行改变半导体领域的国际分工，在限制全球企业公平参与的同时，给全球经济复苏和创新增长带来负面影响，其中充满了冷战思维和零和博弈思维。同时，该法案的签署也令相关股票受挫，费城半导体指数甚至在1天之内下跌了 4.57%， 表明市场对芯片法案并不乐观。分析师还指出，芯片制造企业的美国国内回归将导致制造成本上升和生产效率下降，损害芯片制造商的利益。CNBC 评论说，即使在法案签署后，美国和亚洲在半导体制造方面仍将有很大差距。据 CNBC 援引一位电信技术行业研究员的话说，对于芯片买家来说，重要的是芯片供应的稳定性，而不是生产来源。美国法律和劳工方面的问题也将阻碍芯片制造企业的美国国内回归。这种带有浓烈贸易保护主义的法案无疑会对世界经济带来影响和冲击。那芯片涉及到工业发展和基础设施建设的方方面面，波及的范围非常的广。法国也是世界上芯片生产大国。关于美国的这个芯片法案，欧洲卫视采访了经济学家让·马克·丹尼尔，他是法国社会杂志的主编，我们来听一听他的看法。Normalement, c'est un nouveau concurrent, c'est un nouveau producteur qui rentre sur le marché avec des intentions qui sont des intentions assez virulentes, assez déterminées, et c'est pas n'importe qui. Les États-Unis, c'est un pays qui ont une capacité industrielle assez forte. Néanmoins, on part pas de zéro. Les États-Unis sont déjà un des 5 grands producteurs de semi-conducteurs. Le véritable enjeu pour eux, c'est de se faire une place dans un monde qui est dominé par les Asiatiques. Le premier producteur de très loin qui représente plus de 60%, près de 60%, la production c'est Taïwan. Ensuite il y a la Corée et le Japon. Alors, je pense que c'est assez clair pour les États-Unis, il s'agit d'atteindre une forme d'indépendance en termes de production et d'accès au marché des semi-conducteurs, marché qui est devenu essentiel. Le marché en tant que tel n'est pas très important si on regarde à l'aune de l'économie mondiale, c'est 500 milliards de dollars, mais les semi-conducteurs entrent dans énormément de production de produits et donc être indépendant, c'est avoir la certitude de ne pas être freiné, gêné dans l'évolution de son économie. Alors je pense qu'il y a 2 niveaux d'impact. Il y a un premier impact qui est un impact clairement politique, c'est-à-dire que les États-Unis affichent leur intention de se dégager d'une dépendance vis-à-vis de la Chine continentale. On l'a vu avec un sommet récent où les États-Unis ont annoncé leurs intentions aux 3 autres grands producteurs que sont la Corée, le Japon et Taïwan. Mais il y a un impact plus économique, c'est-à-dire que sur un marché qui est un marché qui certes est en pleine expansion, mais sur lequel
de nombreux concurrents veulent s'insérer. Il y a les États-Unis, donc, mais il y a aussi l'Inde qui est en train de monter en puissance. Et puis, il y a des intentions de l'Europe. L'Europe, qui représente 6% de la production mondiale de semi-conducteurs, s'est donné comme objectif d'atteindre les 20%. Et donc, cette multiplication des intervenants, cette généralisation de la concurrence va obliger les opérateurs chinois à faire des efforts en termes d'innovation ou à admettre qu'ils vont perdre une partie de leur part de marché. On voit bien qu'il y a un enjeu politique, c'est-à-dire que la notion de Chine-Amérique qui avait été mise en avant par un certain nombre de commentateurs, notamment après l'adhésion de la Chine à l'OMC, cette notion de Chine-Amérique est en train de se défaire. Les deux puissances sont clairement en rivalité et les États-Unis vivent très mal l'idée que sur un certain nombre de sujets aussi déterminants que les semi-conducteurs, ils soient dépendants du pays avec qui ils sont en rivalité, voire même dans certains endroits dans une forme d'affrontement. Et donc pour les États-Unis, il s'agit véritablement d'affirmer leur indépendance vis-à-vis de la Chine dans la production de ces éléments essentiels que sont les semi-conducteurs. Je pense qu'effectivement, cette loi est une loi purement protectionniste. Ça s'inscrit dans la continuation de la politique qui avait été menée par Donald Trump, c'est-à-dire que le Parti démocrate aux États-Unis, qui est assez souvent et traditionnellement associé au libre-échange, ce qui avait été le cas notamment sous l'administration Clinton, sous l'administration Obama, s'affiche clairement comme protectionniste. Et donc c'est un peu inquiétant et pour l'avenir du commerce international et pour le rôle de l'OMC. Alors c'est l'objectif. Le tout, c'est de savoir si l'État, par des lois, peut modifier des évolutions économiques. Je pense que derrière cette intention, le véritable danger, c'est le protectionnisme. Le véritable élément positif, c'est une prise de conscience des Américains qu'ils ont pris du retard. Donc pour les Américains, il s'agit de savoir s'ils vont reproduire les semi-conducteurs en imitation de ce que font les Coréens ou les Chinois, ou est-ce qu'ils vont effectivement prendre un temps d'avance et affirmer leur domination en termes d'innovation. Et c'est toujours le danger de toutes les politiques protectionnistes. Je rejoins un peu l'avis de ces experts, c'est-à-dire que les Américains, pour des raisons à la fois politiques et sentimentales, d'une certaine façon, le fait de dépendre des Asiatiques et singulièrement des Chinois, des Japonais, des Coréens, pour l'avenir de leur économie et de leur industrie, à quelque chose d'humiliant. Donc ils sont prêts à faire un effort. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il ne s'agit pas de dire, il s'agit de faire et d'agir. Et une fois que l'on rentre dans le concret, pour l'instant, les Américains sont encore largement dépendants de ces pays. Oui, je pense que historiquement, tous les pays qui se sont tournés vers le protectionnisme ont été perdants. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la puissance dominante est assez protectionniste quand elle s'aperçoit qu'un certain nombre de concurrents apparaissent. Le Royaume-Uni, à la fin du 19e siècle, qui avait été un des grands défenseurs du libre-échange, a eu un courant protectionniste qu'incarnait quelqu'un qui s'appelait Chamberlain et qui critiquait le fait que les États-Unis et l'Allemagne devenaient des concurrents et des rivaux pour la puissance britannique. Les États-Unis sont un peu dans la même situation. Ils voient émerger des concurrents et des rivaux avec une puissance qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Maintenant, leurs concurrents sur le plan économique sont aussi des concurrents sur le plan politique. Et donc, la tentation est forte d'assurer une sorte de repli sur soi. Mais ce serait une assez grave erreur. D'ailleurs, les Anglais ont disparu en tant que puissance dominante et cette leçon devrait être intégrée par les États-Unis. Ils ne s'en sortiront que dans le libre-échange, la concurrence, l'innovation, le maintien de leur position à la frontière technologique qui a fait leur force depuis 1945. 就像马克·丹尼尔说的那样，限制芯片的出口，无论对于美国还是对于其他国家都没有任何好处。只有稳定的芯片供应，才能够保证相关产业的发展不受影响。而这样的人为的设置政策壁垒，无疑会阻碍芯片技术的发展，对于产业的更新迭代也是一种打击。所以啊，放到一个更高的格局权衡来看，美国的芯片法案体现的是一种短视的经营策略，可谓是损人不利己。中国商务部在一份声明中说，中国正在密切关注这一法案。美国的立法是一个典型的差异化产业扶持政策，为美国芯片企业提供了巨额的补贴。那该法案的一些条款限制了相关公司在中国的正常经营贸易和投资活动，这将扭曲全球半导体供应链，扰乱国际贸易。美国的法案应该按照世贸组织的有关规则和公开、透明、非歧视的原则来执行，以利于维护全球产业链和供应链的安全和稳定，避免分歧。声明指出，中国将继续关注该法案的进展和实施情况，并在必要时采取有力措施，维护合法权益。本周佳话，且听风言，感谢各位收看这一期的巴黎大视野。在 YouTube 上收看节目的朋友，记得点赞、订阅，并且开启小铃铛。
我是家峰，咱们下期节目再见。